Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons démarrer le TD numéro 8 d'électricité. Alors ça va être le TD numéro 1 d'électricité 2, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de module, on passe en électricité 2. Qu'est-ce qui va changer par rapport au module d'électricité 1? Eh bien c'est que les générateurs qu'on va avoir à l'entrée des circuits, cette fois, vont avoir des tensions qui évoluent au cours du temps. Voilà, simplement. Et ça va changer un peu la donne, et on va essayer de voir comment on traite ces cas-là, le circuit avec des générateurs dont la tension dépend du temps. Voilà. Donc on va commencer tranquillement par l'exercice 13. Et dans l'exercice 13, on va commencer par des calculs de valeur moyenne et de valeur efficace sur un signal dit constant par morceau. Alors, c'est quoi l'énoncé de l'exercice 13? Alors, on a une tension qui évolue au cours du temps. Donc, on va couper là, ça. 2, 3, 4, 5. Donc ça va être T sur 3, 2T sur 3, T, et puis, etc., etc. Et on va avoir une tension qui, de 0 à T sur 3, vaut 4 volts. Alors, il y a 4 et 16. On va faire 4, 8, 12, 16, comme ça. Donc, on commence à 4 volts, ici. Puis ensuite, la tension bondit, comme ça, à 16 volts. Et cette tension, au bout de grand T, qui est la période du signal, eh bien, elle revient à 4 volts. Et ensuite, c'est un signal périodique, c'est-à-dire qu'en fait, il refait toujours la même chose, 4 volts, 16 volts, etc. Mais même avant T égale 0, comme il est périodique, il était à 16 volts. Voilà. Et c'est une tension qu'on va appeler V de T. Alors la première partie de l'exercice consiste à calculer la valeur moyenne de cette tension V de T. Alors si on regarde bien, donc ça c'est un signal qu'on va appeler constant par morceau, c'est-à-dire qu'en fait il est constant égal à 4 volts de 0 à T sur 3, et constant égal à 16 volts de T sur 3 à T, etc. Alors pour calculer sa valeur moyenne, eh bien on va démarrer un peu naïvement. Et on va dire que pour calculer sa valeur moyenne, comme il prend deux valeurs, ce signal, un coup 4, un coup 16, eh bien, on peut dire que, si on fait un peu simpliste, ça va être la moyenne de 4 et de 16. Donc on fait 4, là je laisse un peu d'espace, parce qu'on corrigera la formule après, plus 16, divisé par 2. Si on fait ça, on fait le calcul, 4 plus 16, 20, divisé par 2, on trouve 10 volts. Alors 10 volts en moyenne pour ce signal, eh bien j'espère que vous avez tous conscience que ce résultat va être faux. Parce qu'il y a une grosse injustice dans ce calcul-là, c'est que dans cette moyenne, le 16 volts a le même poids que le 4 volts, alors que le 16 volts dure 2 fois plus longtemps. Donc c'est pas juste. Voilà, ça ne peut pas être juste. Et donc, si on veut faire les choses correctement, il faut tenir compte de cette durée de 16 volts qui dure 2 fois plus longtemps. Alors, la technique, ça serait de mettre un coefficient 2 sur le 16. Alors si on met un coefficient 2 sur le 16, c'est-à-dire dans la formule ici, il faut multiplier par 2. Puis on met un coefficient 1 sur le 4. Et ici, il ne faut pas diviser par 2, mais diviser par la somme des coefficients. 1 plus 2 égale 3. Et là, on trouve, alors, ça fait 16 fois 2, 32, plus 4, 36. 36 sur 3 égale 12 volts. Voilà. Alors là, ce résultat devient correct. Celui-là, il est juste. Parce qu'on a bien tenu compte du fait que le 16 dure 2 fois plus longtemps. Et si on veut généraliser cette formule-là de manière plus totalement générale, en fait, on s'aperçoit que ce qui serait bien, c'est que le 4 volts, on devrait lui affecter un coefficient qui correspond à cette durée, c'est-à-dire cette durée-là. Ça, c'est T sur 3. Et cette durée-là, c'est 2T sur 3. Donc si on veut écrire la formule ultra générale, donc la troisième méthode, je vais écrire dessus, la formule plus générale, qu'on pourra utiliser tout le temps, on va 4, qui multiplie son coefficient qui est sa durée, qui multiplie T sur 3, plus 16 qui multiplie sa durée, c'est-à-dire 2T sur 3. Et on divise par la somme des coefficients, c'est T sur 3, plus 2T sur 3. Alors ces formules de valeur moyenne rappellent les formules de Millman, parce que Millman c'est aussi un calcul de valeur moyenne. Alors T sur 3 plus 2T sur 3, on fait la somme et on retrouve le T. Donc une autre façon de l'écrire, c'est 1 sur T qui multiplie 4 T sur 3 plus
16 fois 2t sur 3. Voilà. Ensuite, quand on fait le calcul, de toute façon, les t qui sont ici se simplifient avec les t qui sont là. Voilà. Puisque ce coefficient, ce terme est multiplié par t et divisé par t, donc ça revient à ne rien faire. Et donc à la fin, eh bien, on retrouve 4 plus 16 fois 2, tout divisé par 3, c'est-à-dire c'est du bloc. Voilà. C'est juste que cette formule-là, elle est plus générale. Ok. Donc ça c'est notre résultat, voilà. Et puis on a une formule plus générale. Alors on est d'accord que cette formule qui est plus générale, elle n'est quand même pas totalement générale, c'est-à-dire en fait elle marche bien parce que la tension ici est constante par morceau. Ce qu'on va faire maintenant, on va envisager le cas d'une tension qui ne serait pas constante par morceau. Alors, une tension qui n'est pas constante par morceau, ça ressemble à quoi? On va en faire une nouvelle ici. Donc pareil, je fais un axe. À la limite, cet axe-là, j'aurais pu ne pas le faire. On se met à l'axe du temps. Et puis, on va se faire une fonction qui, je sais pas, une pseudo-sinusoïde, comme ça, là, un truc. Voilà. On la prend périodique quand même, parce qu'il faut prendre une période, sinon on va être embêté. Donc on suppose c'est périodique. Donc je vais délimiter une période de cette fonction, de cette tension, si vous voulez. On va dire que la période, en haut, elle démarre à T0, et ici elle se finit à T0, plus une période. Comme ça. Et maintenant, j'ai envie de calculer la valeur moyenne de cette fonction. Et là, je me suis un petit peu embêté, puisqu'elle n'est pas constante par morceau. Alors je sais faire maintenant pour une fonction constante par morceau. Et bien qu'à cela me tienne, on va prendre notre désir pour une réalité, c'est-à-dire que on va approcher cette fonction-là par une fonction constante par morceau. Alors ça va ressembler à quoi? Par exemple, on va dire au début, la fonction, elle vaut cette valeur, là, T0, et là on va dire que ça reste constant pendant un petit laps de temps ici. Et puis, voilà. Et la durée de laps de temps, on verra, c'est ce qu'on va appeler dt, le pas de temps. Voilà. Donc le pas de temps ici, ça dure dt. Voilà. De T0 à t, c'est la période totale. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, ensuite, on va rééchantillonner la courbe, c'est-à-dire on va dire qu'à l'instant dt plus tard, elle change de valeur brutalement, et elle prend la valeur de la courbe rouge juste à ce moment-là, etc. Voilà ce qu'on fait. Donc là, je suis en train de faire une approximation de la courbe rouge à une courbe jaune constante par morceau. Une fois qu'on est là, les valeurs, on va les appeler V1, V2, V3, V4, et on va terminer ici jusqu'à Vn. Indice N. Voilà. Ça, c'est une vérité. Et ensuite, je me lance dans le calcul de la valeur moyenne. Alors, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer cette formule-là. Donc, je vais écrire un truc du genre V moyen égal. Alors, je ne vais pas mettre égal, je vais mettre sensiblement égal, parce qu'en fait, je vais calculer non pas la valeur moyenne de la courbe rouge, mais la valeur moyenne de la courbe jaune, et ça va être une approximation. Et ensuite, j'applique cette formule-là. Cette formule-là, elle me dit que je vais faire la moyenne de toutes ces valeurs V1, V2, Vn, multipliées par, enfin, avec pour chacune un coefficient qui est dt. Alors dt, on va prendre le dt, on va considérer que c'est le même pour tout le monde. On pourrait ne pas le prendre égal pour tout le monde, mais là, on suppose qu'on va régulièrement se passer dans le temps, ça va simplifier. Et de toute façon, ça suffit pour ce qu'on a à démontrer. Donc si j'écris la formule qui ressemble à celle-ci, eh bien, je vais écrire 1 sur t que multiplie. 1 sur t, c'est la somme des dt, en fait, la somme des coefficients. On va le mettre sous formule à la moyenne. On va faire, donc, c'est V1 que multiplie son coefficient qui est dt, plus V2 fois dt, plus V3, etc., jusqu'à Vn fois dt. Et on divise le tout par dt plus dt plus dt plus dt. À la fin, ça fait la somme des coefficients, ça nous fait la période du signal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à partir de là? Ok. Alors, on peut écrire un peu différemment.
Alors maintenant, ce qu'on va faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on sait que là c'est sensiblement égal. Eh bien, je vais faire une opération mathématique qui va transformer le sensiblement égal en un égal rigoureux. Et cette opération mathématique, ça consiste tout simplement à prendre un pas de temps qui devient de plus en plus petit et même qui va tendre vers 0. Et si le pas de temps tend vers 0, eh bien, en fait, la courbe jaune devient confondue avec la courbe rouge. Et donc, la valeur moyenne de la courbe jaune deviendra égale à la valeur moyenne de la courbe rouge. Donc, comment ça s'écrit mathématiquement? Eh bien, on va l'écrire comme ça. On va mettre une limite quand dt tend vers 0. Alors, dt tend vers 0, ça veut dire que le nombre de points, enfin de pas de temps qu'on prend, il tend vers plus l'infini, c'est synonyme, c'est deux choses. Et ici, on va mettre de 1 sur t qui multiplie, donc V1 fois dt, V2 fois dt, plus Vn fois dt. Voilà, donc là on obtient une formule exacte, mais il y a une limite à calculer. Alors qu'à cela tienne, on va faire. Donc le terme 1 sur t multiplie absolument tous les termes de cette limite. Voilà, c'est quelque chose qui vaut une certaine valeur, donc on peut le passer devant la limite. On l'écrit comme ça. Limite, dt tend vers 0 ou n tend vers plus l'infini. 2 V1 fois dt plus V2 fois dt plus Vn fois dt. Alors c'est quoi ce truc V1 fois dt plus V2 fois dt, etc. Bah, déjà graphiquement, V1 fois dt, eh bien c'est l'aire de ce rectangle-là. Parce que ce rectangle-là, il a une base, enfin une largeur ici, qui vaut dt, et une hauteur qui vaut V1. Donc quand on fait le produit des deux, on obtient l'aire de ce rectangle-là. Et puis après, on a V2 fois dt. Voilà. Bah, V2 fois dt, c'est l'aire du rectangle d'à côté. Etc. V3 fois dt, c'est l'aire de ce rectangle. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on fait la somme des aires de tous les rectangles, c'est-à-dire, en fait, on est en train d'obtenir l'aire qui est sous la courbe jaune. Voilà. Que je hachure tant bien que mal. Voilà, cette somme-là est égale à l'aire sous la courbe jaune. Et donc, ensuite, si on fait tendre dt vers 0, eh bien, comme la courbe jaune devient la courbe rouge, eh bien, cette limite-là devient égale à l'aire qu'il y a sous la courbe rouge. Alors, on va faire ça. Il y a 1 sur t fois r sous la courbe de v de t. Voilà, entre t0 et t0 plus t. Voilà, donc une fois qu'on a l'air sous la courbe, eh bien, cette chose-là, qui consiste à faire une somme infinie, ici, puisque vous avez tend vers l'infini, deux termes infiniment petits, parce que les dt tendent vers 0, eh bien ça, vous avez dû apprendre ce que c'est au terminal, c'est ce qu'on appelle un calcul intégral. C'est-à-dire que, ou l'air sous la courbe, de toute façon, ça correspond à l'intégrale de b de t fois dt. Alors ça se note comment, l'intégrale? Eh bien, l'air, on utilise un s qui veut dire somme, hein, comme cette somme-là. Voilà, on somme les v de t fois dt, et on précise qu'on démarre à la bande de départ et la bande à t0t plus t. Voilà, il y a tout ça pour aboutir à cette formule-là, qui est la formule générale de calcul de la valeur moyenne d'une fonction périodique ou d'une tension périodique, hein, qu'on note ici v de t. Donc je rappelle, une intégrale, on l'avait déjà dit au tout début du module DLK1, c'est une somme infinie de termes infiniment petits pour un résultat infiniment précis. Voilà, ça se vérifie encore là. Donc après, comment on va faire pour calculer une valeur moyenne? Si la fonction est constante par morceau, le mieux c'est de faire comme on a fait au début. Et je vais vous montrer ce que ça donne maintenant si on applique cette formule-là générale, même à cette fonction constante par morceau. Et vous allez voir qu'on va retrouver le même résultat, c'est-à-dire les... Allez, je l'efface. Et on va faire la deuxième méthode, donc, qui est la méthode générale. On va dire qu'elle est générale, c'est bon. Donc il faut savoir la faire. Alors on va en calcul, on écrit V-1.
on commence comme ça, égale 1 sur t, somme des v de t et t. Alors nous, on va choisir le t0. Hein. Eh bien, nous, on va intégrer de t0 égale 0 jusqu'à t0 égale t. Hein, c'est pas la peine de prendre autre chose. On a pu faire de là à là, on peut faire de là. Mais donc, nous, on va démarrer à 0 et on va aller jusqu'à t. Alors, pour calculer l'intégrale, là, on peut dire c'est vers sous la courbe, hein, et on retrouve le résultat d'avant. Mais pour calculer une intégrale, il y a une autre technique qui est plus mathématique, qui consiste à passer par les primitives. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour vous montrer comment ça fonctionne. Et comme la fonction est constante par morceau, eh bien la somme qui va de 0 à t, elle est composée en une somme de 0 à t sur 3 d'abord, et puis de t sur 3 à t. Donc on l'éclate en deux en fait. On dit que ça fait 1 sur t qui multiplie, et puis on commence par sommer de 0 à t sur 3. Voilà. Et le v de t, de 0 à t sur 3, ben, je vais dire que ça vaut 4. Puisque 0 à t sur 3, le v de t vaut 4 volts, il est constant. Plus somme de t sur 3 à t de v de t, ben, cette fois c'est 16 fois de t. Égale 1 sur t que multiplie. Alors, pour calculer cette intégrale par la méthode des primitives, il faut trouver une primitive de la fonction 4 qui est constante. Voilà, alors la primitive, c'est la fonction qui, quand on la dérive, va donner 4 égale à une constante. Donc c'est une courbe de pente égale à 4, en fait, hein, ça veut dire ça. Et une courbe de pente égale à 4, ben, c'est typiquement 4 fois t. Voilà, donc je remplace dans mon intégrale cette intégrale par 4 fois t. Et ensuite, on va prendre cette fonction primitive entre les deux bandes d'intégration, c'est-à-dire entre t sur 3 et 0. Plus. Pour cette intégrale-là, ben c'est pareil, on va intégrer la fonction 16 constante. Donc ça nous donne 16t. Et ça va on va la prendre donc, entre les deux bandes d'intégration qui sont donc entre t sur 3 et grand t. Voilà, donc là, on a posé le calcul de v moyen. On a terminé. Alors, on est parti. Donc 4t entre 0 et t sur 3. Donc j'y compose bien. Ça fait 4t moins 4 fois 0. Ça fait 0. Je peux mettre 0 directement. Plus 16t entre t et t sur 3. Et bien ça nous fait du 16 fois t moins 16 fois t sur 3. Égale 1 sur t que multiplie. Donc voilà, c'est 4t. Plus 16 qui multiplie t moins t sur 3. Donc ça nous fait du 2t sur 3. Okay. Donc ça nous fait du 1 sur t, facteur de 4t, plus, donc j'ai 16 fois 2, 3 fois t, égale voilà, donc de toute façon chaque terme ici, 4t divisé par t, ça fait 4, donc je vais enlever t ici. 16 fois 2 sur 3 fois t sur t, ben, ça élimine le t ici, et je me retrouve avec mon 4 plus 16 fois 2 sur 3. J'ai dû faire une petite erreur. Oui, je me suis trompé, ici c'était t sur 3, d'abord, excusez-moi, c'était t sur 3. Donc on corrige, pardon, t sur 3. Donc là, il me reste 4 tiers, et ici, pardon, c'est 4 tiers. Voilà, donc ça nous fait 32, 36 divisé par 3. Et on retrouve bien les 12 volts de tout à l'heure. Voilà ce que ça donne avec la méthode générale. Alors, laquelle est la plus performante des deux méthodes? Vous voyez là, quand même, j'ai noirci, j'ai écrit ici le calcul, 7 même, etc. Donc c'est beaucoup plus long que notre toute première méthode où on faisait ça en une ligne. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une fonction constante par morceau, il vaut mieux privilégier la première méthode. Hein, ou même, quand vous avez écrit ça, là, vous pouvez même remplacer l'intégrale par l'aire sous la courbe, et puis l'aire sous la courbe, c'est la somme de deux rectangles, des aires de deux rectangles, donc c'est très rapide comme ça. Néanmoins, il faut connaître la deuxième méthode, parce que c'est elle qui va vous décoincer quand votre fonction ne sera pas constante par morceau. Hein, typiquement.
typiquement si on veut calculer la valeur efficace d'une pseudo-sinusoïde ou d'une sinusoïde ou d'un signal plus compliqué. La valeur efficace, pardon, la valeur moyenne. On est dans la valeur moyenne actuellement. Voilà. Bon, ben, je crois là, on a bien fait le tour de la valeur moyenne. Et on va passer à la question B, puis là c'était la question A. Et à la question B, eh bien, c'est de calculer cette fois non plus la valeur moyenne, mais la valeur efficace. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur efficace d'un signal ou d'une tension? Eh bien, au début, je vais vous parachuter la définition et je vous la justifierai après, dans un deuxième temps. Donc, si vous allez dans votre colis, vous avez la définition de la valeur efficace, écrite ainsi. Alors, efficace, en anglais, ça ne se dit pas efficace. En anglais, on va dire RMS, valeur RMS qui veut dire root mean square, et ce qui veut dire racine de la moyenne du carré. Et vous allez voir pourquoi c'est ça, parce que ça colle pile poil à la formule que je vais écrire ici. C'est-à-dire quand on veut calculer la valeur efficace d'une tension, on fait la racine carrée de la moyenne. Donc la moyenne, je mets la formule de la valeur moyenne. T0 à T0 plus grand T. Voilà. Et on va prendre la moyenne non pas de V de T, mais de V au carré. Voilà ce que c'est que la définition de la valeur efficace. Et je répète, on justifiera juste après cette définition. Pour le moment, on calcule. Alors, comment on fait ce calcul-là? Une petite commodité d'écriture. En général, quand on veut calculer une valeur efficace, comme c'est pénible de se traîner la racine carrée sur tous les calculs, en fait, on commence par écrire VF au carré égale 1 sur T, somme. Alors nous, on va prendre T0 égale 0, donc on va faire 0 à T, D, V carré, de T, dt. À partir de là, on a trois façons de le faire. Je dirais, on peut faire avec la première méthode, avec l'air sous la courbe, ou avec le calcul des intégrales par la primitive, ou de l'intégrale par les primitives. On va pas se refaire calculer avec les primitives, parce que c'est un peu pénible. On va faire avec l'air sous la courbe. L'air sous la courbe. Mais attention, ce n'est pas la courbe de V maintenant, c'est la courbe de V carré qu'il faut prendre entre T0 et T0 plus T. Très bien. Alors là, pour y voir un peu plus clair, je prends ma baguette magique et je transforme sa courbe de V de T en la courbe de V carré de T. Alors qu'est-ce que je fais? Si c'est V carré, ça, eh bien ici j'ai pas 16 mais 16 au carré, ici j'ai 4 au carré. Voilà. J'ai mis ma courbe au carré. Et c'est l'air sous cette courbe-là que je dois considérer maintenant. Donc je le fais comme ça. Donc ça nous donne 1 sur T que multiplie. Alors l'air sous la courbe, c'est le premier rectangle qui est ici. Il a une hauteur de 4 au carré et ça dure T sur 3. Donc je vais mettre 4 au carré fois T sur 3 plus. Et dans la deuxième partie de la courbe, ici, l'air sous la courbe est là. Donc ça, c'est de nouveau un rectangle qui a pour hauteur 16 au carré. Et qui multiplie la longueur, là, c'est 2t sur 3. Voilà. Donc on est presque au bout. Et j'obtiens donc à la fin V efficace au carré, 1 sur T. Alors j'appuie voilà, j'ai tout en T sur 3, donc j'ai 4 au carré. 4 au carré, ça fait 16 fois T plus 1. 16 au carré, ça fait 256 fois 252. Tout divisé par 3. Alors pareil, les T là, ils sont puisque 16T divisé par T, T sur T ça fait 1. La T sur T ça fait 1. Voilà, et au global, qu'est-ce que ça donne ce truc? Ça fait du 200. Tiens. Ouais, 512 plus 16, on va faire la machine. 512 plus 16, divisé par 3. Donc ça nous fait 167. Donc ça, c'est la valeur efficace au carré. Donc en fait, quand on veut calculer la valeur efficace, on dit que ça fait racine de 167. Donc je prends la
racine carrée, et ça nous fait du 13,27 volts. Voilà ce que vaut la valeur efficace du signal recherché. Alors, le gars, il faut qu'il arrive. On va aller 176. Très bien, donc on a réussi à calculer la valeur efficace. Ça nous fait une belle jambe, c'est-à-dire en gros à quoi ça sert d'avoir calculé ce chiffre-là. Et c'est là qu'on va comprendre l'intérêt de la valeur efficace. C'est-à-dire, c'est au travers de la dernière question, la question C. Donc dans la question C, on dit calculer la puissance moyenne reçue par une résistance. Donc en fait, on a une résistance ici qui fait 10 ohms. Voilà. Et on lui applique la tension à ces bornes qui correspond au V de T. Celui qui oscille entre 4 et 16 volts. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des phases où la résistance va chauffer beaucoup plus, puisqu'il y aura 16 volts à ces bornes. Là, elle chauffe beaucoup plus et là, elle chauffe moins. Donc, des fois, elle chauffe beaucoup, des fois, elle chauffe moins, des fois, elle chauffe beaucoup. Et donc, des fois, elle reçoit beaucoup d'énergie, de puissance, et des fois moins. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle reçoit en moyenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai pas mis la période, mais mettons que ce soit un dixième de seconde. C'est-à-dire, un dixième de seconde, vous faites des cycles comme ça. Et en fait, là, elle chauffe, là, elle reçoit beaucoup de puissance, elle reçoit beaucoup moins, etc. Mais thermiquement, ça va faire monter la température de la résistance. Et la température va, par contre, avec l'inertie thermique, ne va pas pouvoir suivre toutes les variations qui sont de l'ordre du dixième de seconde. Donc, elle va avoir un échauffement moyen, la résistance. C'est-à-dire, voilà, cette température finale va correspondre à la puissance moyenne qu'elle reçoit, et non pas, comment dire, et les variations de température liées au passage du 4 au 16 volts vont être complètement filtrées ou gommées, et la température va finir par être quasi constante. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est seulement la valeur moyenne de la puissance reçue. Eh bien, figurez-vous qu'en moyenne, donc c'est tout l'intérêt de cette valeur efficace, cette résistance va chauffer de la même manière que si on avait appliqué 13,27 volts constante à ces bornes. Voilà. Et on va le démontrer après. Mais c'est ça l'intérêt de la valeur efficace, c'est-à-dire j'ai une tension qui fluctue aussi entre 4 et 16, et bien en moyenne cette tension fait chauffer la résistance de la même manière que si on appliquait 13,27 volts constant à ces bornes. Du coup, quand on calcule la puissance moyenne aux bornes de la résistance, voilà. Alors on appelle ça, comment on fait ça? Ouais, non, c'est P moyen. Voilà, alors souvent on note P tout court, voilà. On note P, mais en fait c'est la puissance moyenne. Et il suffit de faire la tension efficace au carré, divisé par la valeur de la résistance. C'est-à-dire on utilise, comme si la tension, dans le cas d'une tension constante, la puissance, ça vaut V au carré sur R, on a déjà vu. Et donc, le V efficace au carré, c'est 176 en fait, divisé par la valeur de résistance qui fait 10 ohms, et à la fin, on obtient donc que la puissance moyenne, eh bien, c'est 17,6 watts. Voilà, pour cette histoire de calcul de la puissance, là je voulais parachuter, hein, et ben maintenant on va le démontrer. Bon, vous comprenez bien cette. Ah ben ça, on va regarder cette formule. On va regarder dans un point, parce que c'est quand même la formule de définition. Voilà, même celle-ci. Oh, celle-ci je peux l'effacer. On va regarder celle qui est en dessous. Ça me suffit. Mais je vais faire la place plutôt là. Voilà, on va mettre. Vous auriez peut-être noté une petite phrase, vous la notez. Ici, R chauffe de la même manière que si on avait appliqué les 13,27 volts constants à ces bornes. Voilà. Et vous notez, et ensuite vous faites la démonstration. Donc, démonstration. Et bien, pour ça, on va calculer la puissance, donc P, qui est la puissance moyenne reçue par la résistance. Et pour ça, on va appliquer la formule de la valeur moyenne à la puissance. C'est-à-dire, formule générale, 1 sur P, somme, je vais mettre de 0 à T, de P de T fois dt. Puissance instantanée. Et dans le cas d'une résistance, eh bien, P de T, on sait que c'est U fois I, mais que U c'est I c'est U sur R, en fait c'est égal à V carré sur R fois dt. Alors ici,
on a une somme et tous les termes de la somme sont divisés par R, qui est donc une constante. Et donc quand on a un coefficient multiplicatif qui est le même pour tous les termes d'une somme, eh bien on peut le mettre en facteur devant. Parce qu'on ne va pas se priver de faire ici, c'est-à-dire que 1 sur 1, je le sors de l'intégrale. Et il me reste 1 sur t, somme de 0 à t, d carré, dt, dt. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Eh bien, ce truc-là, c'est quoi? C'est ça. C'est pour ça qu'il y a du C. C'est tout simplement V efficace au carré. Et bien voilà. En moyenne, la puissance reçue par la résistance, eh bien, c'est la valeur efficace de la tension AC borne au carré divisée par R, formule qu'on a appliquée juste avant. Parfait. Alors, cette formule-là qui se calcule à partir de la tension efficace, on va en avoir une autre qui est complètement analogue, qui permet aussi donc, de calculer P moyen. Et une autre façon de le faire, c'est de remplacer dans cette expression P de T non pas par V au carré sur R, mais par R carré aussi, comme on a déjà vu. Voilà, je ne mets pas les bornes d'intégration, c'est toujours sur une période qu'on intègre. Le R coefficient multiplicatif constant, on le place devant. 1 sur T, somme. Alors, on va le mettre 0 T, R I carré, dt, dt. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est la valeur du point efficace au carré. Donc, en la fin, on obtient que la puissance moyenne reçue par une résistance, eh bien, c'est égal à R efficace au carré. Voilà, donc le RI carré qu'on connaissait quand le courant était constant dans une résistance, eh bien, on peut le généraliser à un courant qui ondule ou qui varie au cours du temps, à condition de remplacer le I par la valeur efficace du courant. Voilà, donc l'intérêt des valeurs efficaces, c'est de pouvoir calculer les puissances dans les résistances, reçues par les résistances. Voilà. On pourrait se dire, ok, d'accord, c'est déjà simple. Mais des résistances, il n'y en a pas forcément de partout. Alors, la résistance, vous avez ça, je ne sais pas, moi. Tiens, par exemple, dans un four électrique, hein, pour chauffer, vous avez une résistance. Hein. Et puis, souvent, on l'alimente avec la sinusoïde qui est dans les prises murales de vos maisons. Là. Et ces prises murales délivrent une tension qui est périodique, qui est sinusoïdale, qu'on dit égale à 230 volts. Ben, en fait, quand on dit qu'elle est égale à 230 volts, cette sinusoïde, c'est sa valeur efficace qui est égale à 230 volts. Ça veut dire qu'on branche une résistance, la résistance du four sur la prise, eh bien, elle va chauffer de la même manière que si vous appliquez 230 volts constants au bord de cette résistance. Voilà. Donc, ces formules permettent, par exemple, de savoir combien il faut mettre d'ohms pour une résistance pour que le four fasse 1000 watts, par exemple, un truc comme ça. Voilà, c'est une première application. Mais c'est bien plus fondamental que ça, ces notions de valeur efficace. C'est pour ça que les appareils mesurent les valeurs efficaces aussi. Parce que des résistances dans les circuits électriques, il y en a qui sont cachées. Et qui sont partout. Et en fait, ça tient au fait que les fils électriques ne sont pas des fils parfaits et ils ont toujours une petite résistance qui se compte en milliohms, hein, en dizaines de milliohms. Mais le problème, c'est que comme il y a une petite résistance, quand on fait passer du courant dans un fil, eh bien le fil il chauffe. Et il y a un grave problème, c'est que si jamais on fait passer trop de courant dans un fil, il va chauffer de trop. Et quand il chauffe de trop, eh bien, l'isolant fond, ça chauffe et ça peut finir par prendre feu et mettre le feu à la maison. Voilà. Donc en fait, il se pose la question à chaque fois qu'on fait une installation électrique, de choisir les fils qu'on va prendre pour faire l'installation électrique. Voilà. Et la règle de base pour choisir les fils d'une installation électrique, c'est vu l'utilisation que je veux en faire, est-ce qu'ils vont tenir, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pouvoir supporter le courant qu'on fait passer dedans sans s'échauffer de trop, sans mettre le feu à l'installation. Voilà. Et donc, pour faire ça, eh bien, la technique, c'est... alors, les fabricants de fils électriques, en fait, vous allez chez le Roi Merlin, ou je ne sais pas quoi, Casto, ou je ne sais pas quoi, il vous dit, moi je vous vends un fil, ce fil est capable de passer 10 ampères. Alors ça veut dire quoi 10 ampères? Le fil est capable de passer 10 ampères. Eh bien, c'est-à-dire qu'il est capable de passer 10 ampères constants et d'avoir un échauffement qui est complètement acceptable par le fil, même s'il est d'ailleurs
à l'intérieur d'un mur ou d'une boulotte ou je ne sais quoi, des endroits où la chaleur ne s'évacue pas forcément très bien. Et vous, la question que vous devez vous poser, c'est pour savoir si ça va résister, eh bien, c'est moi, qu'est-ce que je vais faire passer dans ce fil comme valeur efficace du courant. Voilà. C'est-à-dire quand on vous dit un fil résiste à 10 ampères, c'est soit à 10 ampères constant, soit à 10 ampères efficace. Voilà. Et donc il est fondamental de savoir calculer ces valeurs efficaces de courant parce que c'est ce qui détermine le choix des fils des installations électriques dès qu'on est en forte puissance. Voilà. Okay. Donc typiquement, je ne sais pas, moi si j'avais un courant comme ça dans un fil qui fait, alors c'est 4 ampères, puis 16 ampères, puis 4 ampères, 16 ampères. Donc on a vu que la valeur efficace correspondante c'était 13,27 ampères. Et bien là, il faudrait prendre un fil qui supporte plus de 13 ampères, 13,27 ampères. Dans les standards, il y a des fils à 16 ampères, typiquement. Okay. Donc j'espère que vous prenez conscience que ces calculs de valeur efficace ont une importance considérable en fait, puisqu'ils conditionnent le choix de tous les fils des installations électriques. Voilà. Donc ça fait une formule barbare, mais qui est fondamentale. Que dirais-je d'autre sur la formule de la valeur efficace qui est ici? Bon, on va faire ici. Pour vous retenir bien qu'il y a un carré ici. Vous voyez, quand on élève au carré un courant, par exemple, si le courant il vaut plus 3 ampères, c'est-à-dire le courant va dans un sens, quand on élève au carré, ça c'est positif. Mais si on fait passer le courant dans le sens, c'est-à-dire qu'il y a moins 3 ampères, et bien quand on élève au carré, ça va faire aussi 9, ça sera toujours positif. En fait, le fait qu'il y ait, et ça c'est normal parce qu'en fait, dans un fil électrique, que le courant passe dans un sens ou qu'il passe dans l'autre, dans les deux cas, ça fait chauffer. Enfin, c'est pas un coup le courant passe dans un sens, ça fait chauffer le fil, un coup il passe dans l'autre sens et ça va le faire refroidir. Non, non. Ça chauffe dans les deux cas. Donc c'est parfaitement normal que dans les formules de valeur efficace, la valeur moyenne intégrée, enfin la valeur intégrée soit au carré. Parce qu'en fait, il faut que le courant soit dans un sens ou dans l'autre, ou la tension dans un sens ou dans l'autre. Dans tous les cas, ça fait chauffer le fil. Voilà. Donc très important de bien retenir ce carré dans les formules. Voilà. Eh bien, on a terminé pour cet exercice 13. Et on va enchaîner maintenant avec l'exercice 14. Voilà, on va simplement calculer une valeur efficace sur un tas de sinusoïdes qui vont être les sinusoïdes de ce qu'on va appeler le réseau triphasé plus tard. Voilà. Allez, à bientôt pour la correction de l'exercice 14.